Quand Catherine Bizot m'a proposé de dire quelques mots en ouverture de cet anniversaire, j'étais très touché, très honoré, et donc je voudrais la remercier publiquement. C'est pour moi un grand plaisir que de vous présenter quelques idées aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste de vos problèmes précis, et donc les idées que je voudrais vous présenter, elles auront l'avantage d'être un peu générales, un peu peut-être éloignées de votre expérience quotidienne, peut-être aussi d'apporter un éclairage sur cette expérience. Je voudrais commencer par dire que la médiation, c'est un enjeu global, c'est-à-dire c'est une pratique qui peut fonctionner à toutes sortes de niveaux, du plus large, planétaire, mondial, jusqu'au plus personnel, au plus intime, à la limite ne concernant que deux personnes singulières, et qu'entre ces deux niveaux tellement éloignés l'un de l'autre, existent évidemment des niveaux qu'on peut appeler intermédiaires, les États-nations, les institutions, les entreprises, les institutions étant évidemment le niveau qui nous concerne aujourd'hui plus particulièrement. J'ai bien conscience que chaque niveau comporte ses caractéristiques propres, et donc c'est avec beaucoup de prudence que je vais vous proposer aujourd'hui quelques éléments de réflexion. Je voudrais d'abord illustrer cette remarque introductive sur le caractère global de la médiation avec quelques exemples, parce qu'ils nous permettent de cerner pas à pas ce qu'est ou ce que peut être ou ce que pourrait être de plus en plus la médiation. Au niveau le plus large, je pense aux grandes médiations internationales qui permettent d'envisager la sortie de la violence et la paix dans des situations qui débordent le cadre d'un seul État-nation. Je pense par exemple aux accords d'Oslo entre Palestiniens et Israéliens en 1993. C'est le fruit d'une médiation opérée par des intermédiaires norvégiens. Je ne me prononce pas ici sur la suite, leur échec finalement, rendu à mon sens inéluctable par l'assassinat de Rabin en 1995, mais je voudrais insister plutôt sur l'immense espoir qu'ils ont fait advenir. Et quel a été le rôle des médiateurs dans cette affaire? Ça a été de permettre à des acteurs qui ne se parlaient pas, ou pas en tout cas de cette manière, sans s'immiscer dans leurs débats, en créant les conditions d'un échange prolongé et empreint de bonne volonté, d'avancer dans la recherche d'une solution à un conflit si compliqué. Il y avait donc au moins deux conditions qui ont rendu ces rencontres fructueuses. Elles étaient secrètes, non médiatisées, et les médiateurs n'avaient, en ce qui les concerne, aucun agenda qui leur était propre, aucun agenda caché. Et donc une leçon qu'on peut tirer de cette expérience est que des personnes qui ne voyaient dans leurs interlocuteurs au début que des barbares, sans foi ni loi, des individus avec qui on ne parle pas, des terroristes si vous voulez, eh bien, ont appris, ces acteurs, grâce à la médiation norvégienne, à se connaître, à s'apprécier, à s'entendre, à rechercher ensemble la paix. Au point, j'ai lu un certain nombre de documents tirés de ces rencontres, au point qu'un diplomate israélien qui a écrit un récit de tout ça, parce qu'il y avait participé, a invité comme témoin au mariage de sa fille un des négociateurs palestiniens. Et j'ajoute au passage que certains pays, la Norvège, mais aussi le Canada, se sont fait la spécialité de ce genre de rencontres et d'échanges. Deux autres exemples maintenant, je change de niveau, qui concernent un État-nation. Premier niveau, français, l'expérience de la Nouvelle-Calédonie. J'ai eu un jour le privilège de pouvoir demander en tête-à-tête à Michel Rocard comment il avait procédé pour aboutir aux accords de Matignon en 1988 sur la Nouvelle-Calédonie. Certains d'entre vous s'en souviennent, une très célèbre poignée de main entre Jean-Marie Djidaou, le leader kanak, et Jacques Lafleur, le leader caldoche. Je savais que la négociation de Paris avait été préparée par une délégation qui avait été envoyée sur place, qui avait rencontré beaucoup de monde. Une délégation, c'est très intéressant, qui était composée non seulement d'acteurs politiques, mais aussi de représentants de familles religieuses ou spirituelles. Au moment décisif, me dit Michel Rocard, les deux délégations sont à Matignon, c'est le samedi, le 25 juin 1988, et je reprends les mots qu'il m'a dit avoir utilisés ce jour-là. J'ai trouvé ça très drôle. Il leur a dit « Je vous laisse dans la salle de réunion, vous pouvez y rester autant que vous voulez, il y a de la bouffe dans le frigo, je cite Michel Rocard,
Mais en sortant, vous devez trouver la solution. Il n'y aura pas de deuxième round, il n'y aura pas de deuxième rencontre. Et donc, c'est assez intéressant. Là aussi, le médiateur, en l'occurrence le Premier ministre, ne participe pas personnellement aux échanges les plus décisifs, ceux qui se font entre les acteurs concernés, qui ont été préparés bien sûr. Il crée les conditions pour que l'échange se fasse. Et là aussi, les acteurs se sont mis en position d'être responsables. Après, c'est très intéressant ce qu'ils ont dit, les uns et les autres. Ils ont dit, nous étions là, nous étions désireux de mettre fin à la violence, nous voulions éviter que le sang coule à nouveau. Alors, je pense que la réalité, tout à fait entre nous, est un peu plus compliquée et que Michel Rocard a certainement été un peu plus interventionniste que ce qu'il m'a dit et que ce qu'il a raconté d'ailleurs ensuite dans certains écrits. Mais enfin, quand même, cette idée de la médiation qui exige qu'à un moment donné, le médiateur laisse les acteurs devenir responsables et débattre entre eux pour trouver une solution à leurs différends. Alors, ces expériences que j'évoque, elles ont été très exigeantes en temps, en disponibilité. Il y faut une extrême patience, il y faut des compétences. Il n'y a pas de place pour l'amateurisme ou pour le dilettantisme. Le deuxième exemple qui me vient en tête, c'est les accords de paix entre le gouvernement colombien et les FARC. Là aussi, le résultat, quelques temps après la signature de ces accords, peut décevoir. Mais enfin, quand même, il y a eu accord. Ces accords n'ont été possibles que grâce à deux types de médiation. Première, la Norvège. C'est en Norvège, une fois de plus, que se sont tenues les toutes premières réunions préparant les discussions entre le gouvernement colombien et les représentants de cette guérilla. Et puis ensuite à Cuba. Et donc, non seulement médiation extérieure, mais je dirais localisation en dehors du cadre même du conflit, du cadre géographique du conflit, et intervention de tiers. Et là encore, de la disponibilité, de l'écoute, de la patience, sur des enjeux considérables. Comment contribuer à ce que des acteurs trouvent un équilibre entre la justice et la paix? C'est très compliqué. La médiation, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, peut être un long processus avec ses hauts et ses bas. Alors, je passe au niveau des institutions. Je n'aurai pas le mauvais goût de vous parler de votre propre rôle. Je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas comment se passent vos activités. Mais par contre, je sais à quel point, y compris comme parent d'élèves et comme ancien enseignant dans le secondaire, puis dans le supérieur d'ailleurs, mais je sais à quel point il peut être important qu'entre une institution et tous ceux qui sont concernés par l'activité de cette institution, les personnels, les élèves, les parents d'élèves, etc., à quel point il peut être important que des médiations existent, qu'elles exigent, me semble-t-il, là aussi, sinon du secret, du moins beaucoup de discrétion. Vous avez utilisé, chère Catherine, le mot de confiance, de respect. C'est des mots qui viennent sans cesse en tête dès qu'on parle de médiation. Ça exige aussi un certain savoir-faire pour permettre à des acteurs de nouer ou de renouer le dialogue, de trouver une solution satisfaisante pour tout ce qui, sinon, peut tourner au drame ou à la catastrophe, au moins pour une des parties. Je pense qu'il y faut aussi le sens de l'intérêt général et que, pour le dire avec un autre vocabulaire, la médiation relève d'un esprit qui doit être humaniste et démocratique. Et je suppose qu'il y faut du temps et de l'énergie. Les problèmes ne sont pas toujours très simples. On pourrait continuer, je vous dis un mot de l'entreprise. Dans les entreprises, de plus en plus, il y a là toute une littérature spécialisée. On envisage de recourir à des processus de médiation. L'argument est également économique. Ça permet de régler des questions à moindre coût. Et puis, bien sûr, au niveau le plus limité que j'évoquais tout à l'heure, au niveau personnel, c'est pareil, la médiation peut être d'une très grande efficacité. J'en cite juste un petit exemple, parce que c'est un de mes amis qui me le racontait il y a quelques jours. Une famille très riche, avec un enfant qui est toujours tenu à l'écart par les autres. Je ne sais, il n'a aucune raison d'en savoir plus. Et un jour, cet enfant réclame sa part d'héritage. Et ça devient une situation familiale catastrophique. Eh bien, un notaire, sans du tout mettre en avant ses propres intérêts, a réussi à faire que les gens acceptent au moins de se parler. Ils n'ont pas réglé toute l'histoire de famille qui avait l'air assez compliquée, mais au moins, le notaire a évité
sur un point particulier, que le différend tourne mal, au détriment d'ailleurs de tout le monde. Et donc la médiation, c'est ce que je voulais dire, ne règle pas tout, mais elle permet d'éviter certaines conséquences catastrophiques ou désastreuses. Alors, je voulais évoquer ces quelques exemples, c'est une assez longue introduction, mais pour maintenant rentrer dans des considérations un peu plus analytiques. Je voudrais tout d'abord vous dire qu'il me semble qu'aujourd'hui, la médiation est peut-être plus nécessaire que dans d'autres temps, même si ça n'est pas une pratique nouvelle. Il y a longtemps, par exemple, que l'Église catholique est mobilisée pour régler des différends territoriaux, des problèmes de frontières. Donc, bon, sans parler des guerres au Moyen-Âge et de l'intervention de l'Église. Donc, rien de neuf. Mais il me semble qu'aujourd'hui, pour des raisons que je vais préciser, ce que nous pouvons appeler médiation est d'autant plus nécessaire que des formes antérieures de résolution des différends, des conflits, que ces formes antérieures s'épuisent, perdent de leur efficacité et que rôdent un peu partout la radicalité et la violence. La hantise de la violence, la hantise de la guerre, la hantise de la crise profonde, il y a longtemps qu'on a proposé des réponses, bien sûr. La philosophie politique nous en propose depuis au moins Hobbes. Pour éviter que l'homme soit un loup pour l'homme, il faut confier, nous dit Hobbes, à l'État ce que Max Weber appellera plus tard le monopole de la violence légitime. Mais quand on raisonne de cette manière-là, seul l'État a le pouvoir d'exercer la force, seul l'État est maître de la justice, il représente l'ordre, il décide de la guerre et de la paix, pas besoin de médiateur. Dans un monde à la Hobbes, si vous voulez, il n'y a pas besoin de médiateur. D'autres penseurs, je pense à un sociologue que les sociologues connaissent bien, les historiens aussi, Norbert Elias, pensent que c'est le processus général de civilisation, le progrès de la culture, lié d'ailleurs à ce monopole que peut avoir l'État de la violence légitime, qui va rendre les humains de moins en moins agressifs, de moins en moins violents, et par conséquent, là aussi, le progrès général de l'histoire ne rend pas spécialement nécessaire l'idée de médiation. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'idée de médiation occupe un tel espace et que nous fêtons aujourd'hui votre 20e anniversaire? Il me semble que c'est parce qu'aujourd'hui, et depuis le phénomène a commencé dans les années 60, nous nous intéressons aussi aux victimes. Et que les victimes occupent un espace qu'on peut critiquer, qu'on peut, comment dirais-je, analyser de façon assez négative même parfois, mais qu'aujourd'hui, les victimes sont devenues incontournables dans la réflexion, dans la vie publique, dans les institutions. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis les années 60, d'abord, nous apprenons à entendre la parole des femmes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tout ce thème de la violence sexuelle, des violences subies par les femmes. Le mouvement a commencé à la fin des années 60, d'abord aux États-Unis, refus de subir des violences conjugales, des violences sexuelles, des viols. Le mouvement, plus récemment, s'est élargi, si je peux dire, aux enfants, ce thème de la pédophilie, qui est quand même aujourd'hui devenu extrêmement important, qui met en cause des institutions, c'est-à-dire l'idée que les institutions, n'écoutant pas les victimes, protégeaient plutôt les coupables et en tout cas faisaient en sorte qu'on ne parle pas d'un certain nombre de questions. Et donc vous voyez, au nom de personnes singulières, des enfants, des femmes et certainement d'autres domaines, on a vu monter l'idée qu'il faut se préoccuper des victimes. C'est une des premières sources qui a rendu nécessaire, je pense, la médiation. Et puis il y a eu aussi le thème des victimes collectives. Là aussi, c'est apparu à l'échelle de la planète, à la fin des années 60, tout ce qui est victime de génocide, de massacres de masse, des traites négrières, esclavage, on peut certainement en rajouter, eh bien, là aussi, des victimes se sont dressées et ont demandé reconnaissance, respect, parfois aussi d'ailleurs compensation. Et donc, pourquoi est-ce que j'évoque ce thème? C'est parce que nous sommes entrés dans une ère historique où nous n'acceptons plus que la violence subie, ce soit uniquement le monopole de l'État, que ce soit uniquement là, une question d'ordre social, d'ordre politique, et qu'il faut qu'à tous les niveaux, c'est pour ça que j'ai pris tous mes exemples, du plus large au plus intime, si vous voulez, il faut créer des conditions qui permettent de faire en sorte que la parole des victimes ne soit pas étouffée, niée,
Ce qui ne veut pas dire que les victimes sont toujours vraiment des victimes ou que des personnes ne peuvent pas être à la fois victimes et coupables. Bien entendu, tout ça peut exister. Alors, si on commence à réfléchir de cette manière-là, on rentre dans une autre façon de voir se poser les questions de la vie collective. Et en particulier, cela nous oblige à réfléchir sur le fait que si on ne ramène pas tout à l'État, à l'ordre, eh bien, on est amené à considérer la société, et la société, à tous les niveaux, faite d'atomes qui ne sont pas tous identiques. Société, c'est des individus qui sont tous différents, c'est des groupes sociaux, plus ou moins bien délimités, des cultures, des identités, des religions. Une société, ça n'est jamais un ensemble homogène, même si nous recherchons des catégories qui nous permettent de penser l'unité. Quand on dit la nation, quand on dit la République, nous recherchons l'unité du corps social. Mais nous savons qu'en même temps qu'il faut rechercher cette unité, il existe donc des différences individuelles et collectives. Autrement dit, une société est à la fois une et multiple. Et ça, on peut le dire de tout groupe. Et par conséquent, quand on réfléchit aussi bien au niveau macrosociologique qu'au niveau microsociologique des relations interpersonnelles, la question qu'il faut se poser est en permanence double. Comment faire en sorte que l'unité puisse exister, mais aussi que les différences puissent coexister, et non pas entrer dans des logiques de rupture, de dissociation, d'éclatement. Et donc, si on veut éviter, je vais le dire ainsi, que la crise, que le débat, que la violence, que l'ignorance mutuelle et que toutes sortes de catastrophes se déploient, eh bien, il faut trouver les modalités qui permettent non pas de nier les différences, mais de les rendre vivables, de les rendre gérables, de les rendre institutionnalisables. Donc, non pas rechercher des consensus factices, superficiels, incantatoires, mais apprendre à transformer ce qui peut aboutir, sinon à la violence, au chaos, à l'exacerbation des passions, à la radicalité, apprendre à transformer en débat, en échange, en conflit institutionnalisé, ce qui ne l'est pas toujours ou qui ne l'est plus. Ce n'est pas toujours possible. On ne peut pas toujours institutionnaliser le conflit. Et par conséquent, il faut trouver souvent des substituts au conflit institutionnalisable, excusez mon jargon, quand il devient introuvable. Et c'est là, je pense, où la médiation apparaît avec, j'allais dire, dans toute sa splendeur. Et donc, dans toute sa force. Et donc, je pense que la médiation a quelque chose de fort à proposer, à apporter, quand on veut éviter la crise, la violence, les problèmes d'un type ou d'un autre, l'injustice aussi, là où les réponses que peuvent ou que pourrait apporter une gestion institutionnalisée d'un différend, d'un conflit, lorsque ces réponses sont devenues introuvables ou ne sont pas encore trouvées. Elle est un substitut, à bien des égards, excusez tout ce jargon, à l'institutionnalisation difficile ou impossible du différent. Et donc, on peut le dire en termes historiques et on peut le dire en termes plutôt sociologiques. En termes historiques, je pense que nous sommes dans une époque où les anciennes formes de conflits institutionnalisés sont souvent épuisés ou à bout de souffle et que nous n'avons pas encore trouvé, si j'ose dire, les conflits importants de demain. Je vais illustrer cette idée parce que sinon j'aurais l'air de m'embarquer dans des considérations très, très abstraites. Je pourrais illustrer cette idée en prenant des exemples géopolitiques, en vous disant, regardez à quel point le monde s'est transformé avec la fin de la guerre froide. Un énorme conflit institutionnalisé. Bon, regardez aujourd'hui où nous en sommes, disons une trentaine d'années ou 25 ans après la véritable fin de la guerre froide. Mais je vais en donner plutôt un exemple très, très concret, parce que je pense que beaucoup d'entre vous le ressentent. Dans un passé très, très proche, le syndicalisme, plus ou moins politisé parfois, permettait de traiter aussi bien des demandes très modestes que les grands débats de société. Un bon syndicaliste, j'ai beaucoup étudié le monde ouvrier, un bon syndicaliste, c'était quelqu'un qui savait aussi bien obtenir qu'on répare un carreau cassé dans un vestiaire que mobiliser dans son entreprise les salariés pour participer à des mouvements d'une très grande ampleur. Et donc, un bon syndicaliste savait circuler entre des préoccupations concrètes, très précises et très limitées, et, je dirais, des enjeux très, très globaux, très généraux. Que se passe-t-il quand le syndicalisme
régresse ou disparaît. Et ce n'est pas du tout un jugement de valeur, c'est un constat. J'observe au moins 4 types de problèmes qui apparaissent et je laisse de côté ce qui advient au syndicalisme lui-même, parce que lorsqu'il régresse, il peut tendre aussi à se radicaliser. Mais j'observe au moins 4 types de problèmes. Premièrement, on se met à parler beaucoup plus qu'avant de risques psychosociaux, de souffrance au travail, tous ces thèmes que je suppose vous recevez parfois dans votre action de plein fouet. Et donc, il y a 30 ans, on parlait d'exploitation. Aujourd'hui, on parle de stress, de souffrance au travail, de choses comme ça. Premièrement, ça peut aboutir à la médicalisation, c'est-à-dire que les gens sont malades et vont voir les médecins, les psychiatres, prennent des médicaments, consultent la médecine du travail, etc. Et le problème est en particulier de pallier ce qu'un de mes collègues, Alain Ehrenberg, a appelé la fatigue d'être soi. Un très très joli livre. Premier thème, donc la médicalisation de ce qui auparavant était davantage pris en charge dans le conflit entre le syndicat et la direction, pour aller vite. Deuxième évolution, la justice. Les questions sociales deviennent des questions de justice. Tribunaux, accusations de harcèlement, par exemple, ou autres devant la justice. Troisième évolution possible, c'est ce que j'appellerais la médiatisation à bas bruit. Les rumeurs enflent. Et par conséquent, toutes sortes de bruits circulent et les problèmes ne se règlent pas. Parfois, la médiatisation est à plus haut bruit. Alors là, c'est les réseaux sociaux, c'est même parfois les médias plus classiques. Et enfin, pour utiliser le vocabulaire d'un grand sociologue disparu, Albert Hirschman, c'est parfois aussi la désertion. Il disait l'exit. C'est-à-dire, puisque je ne peux plus être partie prenante d'un conflit où mes problèmes sont écoutés et traités, eh bien, je fais le service minimum, je suis démobilisé, je touche ma paie, je fais juste ce qu'il faut pour toucher ma paie, mais qu'on ne me demande rien de plus que le service minimum. Alors vous voyez, c'est un exemple évidemment fictif, mais on rencontre certainement dans la réalité bien des cas de figure de ce genre, où l'épuisement du syndicalisme, qui n'était pas forcément drôle à vivre pour les directions d'entreprise, je tiens à le dire, c'est pas du tout, je ne suis pas en train de vous décrire le mythe d'un âge d'or, mais l'épuisement d'une gestion institutionnalisée de différends aboutit à ce genre d'évolution. Et je pense que dans tous les cas, quand il n'y a plus l'action syndicale du genre de celle que j'ai en tête ici, eh bien, la médiation va apporter des réponses. Et heureusement qu'elle peut le faire. Il faut des conditions. J'y reviens, mais ça a été dit par Catherine Bizot. C'est votre vocabulaire, c'est des mots que je trouve dans les documents qui nous sont remis. Il faut de la confiance envers le médiateur, la confiance de toutes les parties prenantes. Vous ne pourrez pas être médiateur si une partie concernée par un différend n'a pas confiance en vous. C'est impossible. Bon, ce qui pose d'ailleurs des questions intéressantes. Qui sont les médiateurs? Qui les désigne? Comment sont-ils éventuellement rémunérés? Que fait-on du fait que ça leur prend beaucoup de temps? Bon, il faut de l'impartialité, de l'indépendance, donc un cadre, c'est le mot qui a été utilisé tout à l'heure. Je crois aussi que le médiateur n'est pas là pour trouver, lui, la réponse, ni même pour l'influencer. Il faut des compétences humaines, donc des formations. Je pense que la formation des médiateurs est un enjeu important. Une grande capacité que j'appellerais déontologique ou morale, la capacité de ne pas se laisser embarquer dans des pressions. Et là, des règles écrites, un cadre contraignant est tout à fait utile. Je crois aussi qu'il faut de l'information, y compris pour que tous ceux qui sont susceptibles d'être concernés par une médiation sachent qu'elle peut exister. Ce n'est pas non plus évident, que le médiateur ou la médiatrice ait une grande légitimité et qu'il faut accepter aussi, c'est très important, l'idée que des parties qui ont accepté une médiation puissent s'en retirer à tout instant si elles le souhaitent. Il m'est arrivé une mésaventure que je vous raconte parce qu'elle m'a laissé amère et je pense qu'elle n'est pas inintéressante. 2 de mes étudiantes étaient dans un conflit très, très violent entre elles, elles se détestaient, or elles travaillaient exactement sur le même petit sujet. Bon, ça avait pris des proportions extrêmement graves, et donc pour en finir avec ça, j'avais demandé comme ensuite
L'une des deux s'était inscrite en thèse, non plus avec moi, mais dans une autre institution. Mais j'avais demandé au président de l'autre institution et au président de mon institution de mettre un tout petit comité de, disons, de conciliation, de médiation, pour régler le différend entre ces deux filles. Les deux filles acceptent. On les réunit, on les écoute, l'une et l'autre, enfin bref, et on leur propose une solution de bon sens qui consistait en gros à leur dire, écoutez, retournez l'une et l'autre chacune à vos chères études et évitez de vous trouver au même endroit lorsqu'il y a des risques de tension. C'était du bon sens. Elles avaient accepté le principe de la médiation. Toutes les deux. Elles avaient donc accepté aussi le résultat de tout ça. Ce n'était pas vraiment une médiation, mais ça s'en approchait. Et l'une d'entre elles a fait un procès, aussitôt tout ceci terminé, à l'autre. Donc ça retombe sur les pieds de celui qui a voulu mettre les acteurs en position de trouver une solution à leur conflit, les a aidés, et que finalement, une des deux dit finalement, ça ne me convient pas. Mais je pense que celle qui a fait un procès était en droit de le faire, en droit moral, pas seulement juridique. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. La médiation, ça n'est pas l'expertise, ça n'est pas le conseil, ça n'est pas comment dirais-je, le médiateur, la médiatrice, ça n'est pas la personne qui dit « moi, je vais vous trouver la solution ». Je crois que c'est très, très clair, et c'est ce que j'entends de ce que je comprends de ce que vous faites. C'est vraiment l'instauration par un tiers des conditions qui vont permettre de responsabiliser les parties concernées pour qu'elles comprennent mieux la nature de ce qui les oppose et pour qu'elles résolvent, dans l'intérêt des deux d'ailleurs, dans l'intérêt des deux, ce qui est le plus critique, le plus menacé, et donc pour trouver un terrain d'entente. La médiation, pour moi, ça n'est pas la justice, en tout cas dans ses formes les plus pures, c'est autre chose, c'est pas l'inspection, c'est encore autre chose. La médiation, c'est vraiment la résolution du différend par des méthodes propres. Et je voudrais ajouter une dernière remarque. Je pense que la médiation, si vous me permettez, c'est plus que la médiation. Une institution qui est capable de proposer des médiations, c'est une institution qui crée un climat humaniste, un climat ouvert, un climat d'amélioration. Et donc, au-delà des cas qu'elle règle, c'est une institution qui se projette vers l'avenir en enchantant ou en réenchantant le climat social qui lui est propre, en interne comme en externe. Et donc, j'ai envie de vous dire, chère Catherine, vive la médiation. Je voulais vous remercier de ce très bel exposé d'ouverture qui nous a permis de prendre de la hauteur par rapport à notre sujet. La médiation, non pas que nous n'ayons pas de recul et de hauteur, c'est quand même a priori une qualité des médiateurs, mais nous avions besoin de repartir de plus haut, de plus large, pour comprendre à partir d'une vision globale comment on arrive à des problématiques locales et comment on arrive à les traiter. Et c'est vrai que ça nous a donné en ce début de journée une hauteur de vue importante. Comme vous avez non seulement respecté les temps que nous vous avions demandé, qui vous étaient impartis, et que nous avons un peu d'avance, je trouve que si vous le voulez bien, ça serait peut-être intéressant que quelques personnes dans la salle prennent le temps de réagir, qu'il y ait une ou deux questions. Je voudrais juste d'abord m'associer à ce que je qualifierais d'une belle récréation intellectuelle pour caler effectivement une problématique entre conflit et médiation que je trouve heureuse et en prenant de la hauteur, ça fait réfléchir et merci pour cela. Et je voudrais juste peut-être prolonger par une question en disant que quand, comme vous le montrez de façon convaincante, on se départit du monopole de la violence légitime par l'État pour ouvrir des problématiques de ce qu'on pourrait qualifier de gestion institutionnelle de conflits, l'interrogation vraiment pour moi, c'est quels espaces sociaux, quelles formes de régulation de cette gestion institutionnelle de conflits nous ouvrons. Et je voudrais juste illustrer en disant que je n'ai pas d'expérience de médiateur, mais j'ai une expérience de recteur d'académie. Et j'ai le sentiment que des espaces de régulation de conflits sont peut-être par trop instrumentalisés par les médias, qui est le mot peut-être qui manque à votre exposé, et que quelque part, toute légitimité qu'on essaye de construire dans une relation raisonnée autour de ces conflits, parfois du mal à s'exprimer par une forme de surdétermination de ce conflit, par des médias, par des formes de prise en compte en fait institutionnelle par les médias qui
obère quelque part des espaces de régulation qu'on aimerait construire. Je pense que quand la médiation, j'ai insisté, le secret, alors c'est excessif, la très grande discrétion, quand un acteur veut faire capoter une médiation, il la fait connaître, il la médiatise, ou même il l'annonce à l'avance qu'il aura lieu. Et donc il y a deux problèmes qui se posent. D'une part, la façon dont des acteurs peuvent instrumentaliser une certaine médiatisation et le fonctionnement des médias eux-mêmes qui adorent ça, évidemment. Donc, ce sont des problèmes délicats, mais en même temps, je trouve qu'il y a un moment aussi où une médiation réussie mérite médiatisation. Bien entendu, il faut que ça se sache. On a trouvé une solution. Hein. Donc, tout n'est pas négatif dans l'existence des médias, on est bien d'accord, mais je crois qu'effectivement, l'instrumentalisation par les acteurs ou par certains médias est un problème. Et il y a un autre problème aujourd'hui, c'est celui que posent les réseaux sociaux. Parce que, contrairement à une idée que beaucoup de gens avaient il y a encore une dizaine d'années, les réseaux sociaux fonctionnent très souvent en vase clos. C'est-à-dire qu'on est dans le réseau social de sa communauté, de son groupe, des gens qui pensent comme vous. Et donc, les réseaux sociaux sont des lieux qui peuvent amplifier considérablement une instrumentalisation du type de celle dont vous parlez. Donc, c'est un commentaire sur votre commentaire. Il y avait une dame ici qui souhaitait intervenir. Bonjour, Monsieur Villorca. J'ai été très touchée par votre intervention. Ça m'a rappelé un peu mon parcours scolaire. J'ai bien noté tout ce que n'était pas la médiation. Est-ce que le terme coaching pourrait s'approcher de la médiation? J'ai été consultante interne pendant 11 ans dans ces deux ministères et je suis aujourd'hui en train de créer le dispositif de coaching interne au sein du secrétariat général et du SAM. Voilà. Donc je me demande si le coaching peut un peu se rapprocher à la médiation. En général, enfin, en tout cas, moi, l'usage que je perçois du terme coaching, c'est quelqu'un apprend à quelqu'un d'autre à bien s'exprimer, à bien se défendre, à bien agir, à utiliser au maximum toutes les ressources dont on a besoin pour être à son aise dans un débat public ou privé. Et donc, ce que vous appelez coaching, si on donne à peu près le même sens à ce mot, ça peut faire partie de la formation des médiateurs. Ça oui. Et peut-être même de la formation des gens qui vont entrer dans un dispositif de médiation. Mais ça n'est pas la médiation en elle-même. Mais bon, c'est un mot. Si vous voulez, le problème avec le mot coaching, c'est qu'il renvoie à une culture managériale, plutôt médiatique, politique, plus qu'à une culture humaniste interne à une institution. Donc il faut faire très attention parce que quand on utilise, ça fait penser un peu au management, ça fait penser. Et donc il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise. Si vous dites que vous allez coacher les médiateurs, je suppose qu'un certain nombre d'entre eux ici résisteront. Si vous leur dites on va mettre à votre disposition les outils pour être plus efficaces, ils seront évidemment d'accord. Vous voyez ? Donc les mots qu'on utilise sont parfois un peu délicats. Merci pour cette brillante intervention qui, effectivement, non seulement nous permet de prendre un peu les hauteurs, mais surtout de réfléchir. Et la question qui m'est venue en vous écoutant, c'est bien évidemment celle d'une espèce de cercle vicieux qui, petit à petit, s'empare de la société, du monde occidental de manière générale, à savoir le déplacement de la charge de la preuve du collectif sur l'individu. Et d'une certaine manière, on a le sentiment que la médiation, et je dirais sa résurgence ou son accroissement résulte bien évidemment de la question de la gestion des conflits individuels, parce que, comme vous l'avez dit très justement, le collectif ne les appréhende plus, ne les assume plus. Ma question est simple, c'est comment on peut inverser ce cercle et le rendre vertueux plutôt que vicieux? Moi, je n'ai pas la réponse. Je peux réfléchir avec vous, je n'ai pas la réponse. Je pense simplement que l'avenir sera d'autant plus réussi qu'on saura articuler les deux logiques, qu'on saura à la fois aller jusqu'à la personne singulière, si c'est des problèmes d'individus, de personnes, et en même temps
à la reconnaissance du caractère éventuellement collectif ou général des questions qui peuvent se poser. Mais la médiation, elle ne se centre pas sur l'individu. À mon sens, elle se centre sur la relation entre deux individus ou entre un individu et un ensemble d'autres personnes ou des chefs, une hiérarchie, que sais-je. Mais la médiation, c'est créer une relation. Et c'est en ce sens que le problème, c'est que trop souvent, cette relation, on va la vivre à un niveau trop interpersonnel limité. Et donc la question, c'est comment on peut remonter vers une gestion plus collective de certains problèmes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il me semble qu'aujourd'hui, historiquement, on est dans une phase où se décompose ce qui a fait, dans l'ensemble, le traitement conflictuel des grandes questions sociales dans une société qui était industrielle comme la nôtre. Voilà, on est passé à autre chose, et ça se voit aussi en politique. C'est pas du tout, je pense, faire de la politique que de constater qu'aujourd'hui, les formes classiques de la vie politique ont explosé en France, comme dans d'ailleurs beaucoup d'autres parties du monde, et qu'on a de la difficulté à voir se recomposer des systèmes politiques. Donc voilà, c'est des questions générales, mais je pense que quand on descend jusqu'à la médiation, on ne s'intéresse pas à l'individu singulier en tant que tel. On s'intéresse à sa capacité à être en relation avec l'autre, avec d'autres individus. Donc voilà, donc ça laisse ouvert la possibilité de remonter pour suivre votre image. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que vous avez dit. Vous avez parlé en particulier au niveau international. Je crois que la médiation est venue du niveau international et de la philosophie, les deux. Et ne pensez-vous pas que, paradoxalement, alors qu'on a de plus en plus besoin de médiation, comme vous l'avez dit, je fais une parenthèse pour dire que le terme médiateur a 25 sens, et ce qui explique aussi beaucoup de difficultés. Mais je ferme la parenthèse. Et en même temps, on a une régression de la médiation au niveau international, du multilatéralisme par exemple, des échanges à plusieurs, parce que ce n'est pas des échanges uniquement entre deux pays ou entre deux États. Comment on peut sortir de ça? Parce que, regardez Egidio, je crois que c'est comme ça, hein, l'organisme... Saint-Egidio. Saint-Egidio, oui, et qui a un rôle très très important, secret d'ailleurs, vous avez raison, mais on en parle de moins en moins, et quant aux relations multilatérales, je ne pense pas que si on était en 2018, on aurait eu beaucoup de mal à réussir l'opération de Nouvelle-Calédonie à laquelle vous avez fait référence. Alors là, il y a un problème. Que faire? Que vous dire? Je suis comme vous, tous les jours j'écoute les informations et trop souvent je suis consterné. Hier, je découvre ce qui se passe au Brésil, avant-hier en Italie, etc. Le monde entier aujourd'hui est dominé par des logiques de fermeture des États, des pays sur eux-mêmes, de pousser de l'autoritarisme et de monter en puissance de forces extrémistes d'un type ou d'un autre. Donc voilà, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons dans l'ensemble. Il y a quand même quelques réussites, il faut quand même aussi ne pas les oublier. Je vous donne un tout petit exemple à l'échelle de la planète. Je suis très intéressé de voir qu'un pays comme le Portugal s'en sort bien. Pour ceux d'entre vous qui connaissent ce pays, c'est très intéressant. Donc, tout n'est pas négatif, mais vous avez raison. La tendance actuelle, elle est au repli, à l'autoritarisme, à la droitisation extrême, à la fermeture, etc., ou à la gauchisation d'ailleurs non moins extrême. Et donc, dans un monde qui va comme ça, c'est vrai et qui a perdu ses autorités morales. C'est aussi ça. Il n'y a plus aujourd'hui l'Église catholique, encore que, dès qu'on prononce le nom du pape, François, il symbolise quelque chose. Mais il n'y a plus l'emprise de l'Église catholique qu'il y a pu y avoir en d'autres temps pour calmer le jeu. Bon. Donc, si vous voulez, oui, on est dans un monde qui est inquiétant. Et c'est pour ça que je trouve intéressant ce que vous faites ici. Parce qu'à un niveau très limité, vous montrez que c'est possible. Et ce qui doit être possible à un niveau institutionnel limité, ben vous formez les esprits qui, aussi, vous êtes dans l'éducation, vous n'êtes pas... vous ne réglez pas les choses en disant aux gens concernés, on va sortir de l'école ou de l'université ou tel endroit, vous réglez votre différend ailleurs, vous le réglez dans l'institution, et ça se sait. Donc, voilà, il faut... Mais aujourd'hui, le pendule va plutôt dans le sens du contraire. Je suis d'accord avec vous. Il faut réfléchir. La médiation citoyenne, finalement,
Vous avez parlé de la difficulté du syndicalisme, de la résistance à la pression institutionnelle, va probablement générer l'idée d'une résistance citoyenne, d'être mieux défendue par la médiation, par les possibilités qu'offre la médiation. Comment amplifier justement cette perception que tout citoyen peut faire appel à un recours à une forme de médiation, qu'elle soit institutionnelle, professionnelle, etc. Il faut que ce que vous faites quand c'est réussi soit bien médiatisé et que ce soit la même chose dans d'autres domaines. Le monde de l'entreprise, de ce point de vue-là, est assez actif. Dans le monde de l'entreprise, il y a, moi j'ai regardé pour me préparer à cette rencontre, il y a quand même toute une littérature de management, justement, mais qui prend ces enjeux-là très, très au sérieux. Donc voilà, moi j'ai cité quelques exemples de politique, c'est intéressant. Bon, le problème, c'est que ça ne marche pas toujours. Alors, l'exemple d'Oslo est dramatique, d'une certaine façon. Une superbe médiation, on croit qu'on a trouvé la solution, et 2 ans plus tard, tout ça s'est effondré. Donc voilà, mais je pense qu'il faut faire connaître les réussites de la médiation, montrer qu'elle est possible, qu'elle apporte quelque chose, qu'elle ne prive personne et qu'elle vaut évidemment mieux que la radicalité, la violence, etc.